Chapitre 2. Quelques principes d'occultisme. Lors de la conception première de ce livre, j'avais pensé faire une œuvre à caractère purement objectif, mettant de côté toute considération philosophique, somme toute, écrire un ouvrage scientifique, bien que peu orthodoxe aux yeux de la science officielle. Puis, au cours de la rédaction des différents chapitres, je me suis rendu compte combien il serait difficile de faire comprendre les sujets que nous devions aborder, en particulier le traitement mental et le magnétisme, si le lecteur ne connaissait pas, du moins de façon sommaire, les principes de l'occultisme qui en constituent la base. Est-ce à dire qu'il soit impossible de faire du naturisme ou de... Alors, H-O-M-E-O-P-A-T-H-I-E. Donc, on va remplacer ce mot par zèbre. Voilà. Hein? H-O-M-E-O-P-A-T-H-I-E. Je reprends. Est-ce à dire qu'il soit impossible de faire du naturisme ou du zèbre sans être occultiste? Certainement pas. Mais alors, on fait de l'occultisme sans le savoir ou même en s'en défendant énergiquement. Dès lors, pourquoi ne pas appeler les choses par leur nom? Ou bien, si vraiment le mot occultisme répugne par trop, parlons des lois naturelles encore mal connues, étudiées par quelques-uns en marge de la science ordinaire. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'attarder à de telles discriminations de terminologie, tout en déplorant que le terme d'occultisme serve trop souvent à couvrir des pratiques malhonnêtes. Mais en a-t-il le monopole ? Certaines conceptions de l'occultisme s'apparentent à la métaphysique et de ce fait prêtent à discussion, surtout pour ceux qui n'en ont pas fait une étude approfondie. D'autres, au contraire, sont parfaitement démontrables a priori et leur exactitude présente cette singularité d'être intangible, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de soi-disant vérités scientifiques dont la durée est éphémère. Je me suis donc décidée à exposer en guise d'introduction certains principes essentiels de l'occultisme. Ceux qui pourront et voudront assimiler ces principes et les méditer étudieront avec plus d'aisance et de compréhension les pages suivantes et surtout auront en main un guide précieux dans les événements de la vie ayant acquis des possibilités nouvelles étendues à tous les domaines, tant pratiques que spéculatifs. Ces notions constituent en outre une base solide pour ceux qui désirent pousser plus loin la connaissance des sciences occultes. Mais il convient de faire attention. L'étude et la pratique de l'occultisme, plus approfondies que celles exposées ici, ne sont pas à conseiller ni aux esprits faibles, qui risqueraient de graves désordres mentaux, ni aux esprits forts, qui, sachant tout et tranchant de tout a priori, n'ont pas besoin d'acquérir de connaissances supplémentaires. Certains estimeront peut-être cette digression inutile ou déplacée. Qu'ils lisent cependant ces quelques lignes, serait-ce seulement pour se rendre compte que l'occultisme n'a qu'une lointaine parenté avec les histoires de tables tournantes, de fakirs plus ou moins bon teint et les jongleries à l'usage des naïfs. Lorsque l'étudiant en médecine entreprend l'étude de l'homme, il est bien entendu qu'il s'agit exclusivement du corps humain, c'est-à-dire d'un organisme dont on observe le fonctionnement pendant la vie, ce fonctionnement pouvant être normal. C'est l'objet de la science appelée physiologie ou anormale. Et on fait alors de la physiologie pathologique. Après la mort, on peut disséquer ce corps afin de connaître la forme et la disposition des différents organes, études qui constituent l'anatomie. On peut pousser l'étude plus loin en découpant de fines parcelles des différents tissus et en les examinant au microscope. On fait alors de l'histologie. Ces organes et ces tissus peuvent être atteints de lésions diverses dont l'étude constitue l'anatomie pathologique et l'histologie pathologique. On sait bien évidemment que ce corps a appartenu à un être doué de pensée et de sentiments. On peut aussi parfois se demander quelles sont les forces qui président au fonctionnement des organes. Mais la science, exclusivement et systématiquement matérialiste, n'a que faire de ces questions puisqu'elle ne peut disséquer ni voir au microscope l'âme, la pensée,
les sentiments ou les forces vitales. Pour les occultistes, qui font une étude plus subtile et plus complète de l'homme, toute individualité est composée par la fusion des 3 éléments suivants: l'esprit, la vitalité, le corps physique. L'esprit représente l'émanation divine dans l'homme. C'est l'élément immatériel qui constitue l'individualité permanente et immortelle. On le divise lui-même en 3 principes: l'esprit ou l'âme divine, l'âme, l'intelligence. Les théosophes donnent à ces principes les noms hindous de Atma, Buddhi, Manas, ou Mana, je ne sais pas comment on prononce. La vitalité est une des modalités de l'énergie universelle et se trouve répandue partout dans la nature, plus ou moins hautement différenciée selon les milieux et les êtres où on la rencontre. On la puise aussi bien dans l'air que l'on respire que dans les aliments naturels que l'on absorbe. Elle anime les animaux comme l'homme. Elle est identique en nature dans les 2 cas et ne se distingue que par son degré de hiérarchisation supérieure chez l'homme. On la retrouve à tous les degrés dans la nature. Déjà, dans le monde minéral, elle se manifeste par ce que nous appelons les affinités chimiques. C'est elle qui fait s'agréger les sels minéraux en cristaux et qui les fait se séparer selon le plan ancestral si l'on vient à les fragmenter. C'est elle qui fait les différences d'activité vitale et de résistance morbide si variables d'un individu à l'autre. Les impressions d'entrain et de réconfort que produisent les êtres sains, vigoureux et irradiants sont des manifestations de leur haut potentiel vital. Les phénomènes de l'hypnotisme et du magnétisme se déterminent par les émanations des forces vitales personnelles utilisées volontairement dans ce but. À sa naissance, chacun reçoit un capital de force vitale, variable en qualité et en quantité, et c'est cette réserve qui donne l'élan vital, d'abord accéléré dans la jeunesse, puis ralenti dans l'âge mûr et enfin très atténué dans la vieillesse. Si la provision est forte et si le sujet ne dilapide pas ses forces maladroitement, il s'assure le maximum de longévité. La vitalité ainsi conçue comprend, tout au moins pour les animaux et l'homme, les 3 principes occultes suivants: l'âme animale, le corps astral, le courant vital, appelé par les théosophes Kama Rupa, Linga Sharira et Jiva. Enfin, le corps physique, Rupa des théosophes donc, qui représente l'élément matériel et visible de cette trinité. Étant donné les connexions intimes de ces 3 éléments et l'influence qu'ils exercent l'un sur l'autre, on conçoit combien il est illogique et insuffisant en médecine de soigner exclusivement le corps physique. Alors qu'un vice dans le domaine mental ou que des troubles de la circulation vitale peuvent être et sont souvent la cause des symptômes morbides observés. Inversement, une lésion purement matérielle du corps physique, comme une plaie ou une fracture, entraîne aussitôt une répercussion sur la circulation vitale et plus ou moins sur le plan mental. En vertu de la seconde loi hermétique énoncée plus loin, il existe une constitution occulte de l'univers correspondant à la constitution occulte de l'homme. Nous n'avons pas à l'exposer ici. Bornons-nous à signaler que les occultistes appellent l'univers le macrocosme et considérant l'homme comme un univers en petit, lui donnent le nom de microcosme. Les lois de l'occultisme ne sont pas aussi évidentes a priori que les lois de la physique ou de la chimie. Elles n'en sont pas moins d'une exactitude rigoureuse. Il suffit de consentir à ouvrir les yeux pour voir. On se rend compte alors de leur réalité intangible et de leur application sur tous les plans de l'existence. Ces lois, étudiées et commentées dans maints ouvrages d'occultisme, de façon plus ou moins fragmentaire et sous des noms différents, sont assemblés et expliqués dans un petit livre de grande valeur intitulé le Kybalion.
C'est d'après ce livre et en y empruntant de nombreuses citations que je les résume ici. Les principes de la vérité sont au nombre de 7, dit le Kybalion. Celui qui les connaît et qui les comprend possède la clé magique qui ouvrira les portes du temple avant même de les toucher. Loin, comme un chef d'entreprise dirige ses chantiers de son bureau. Derrière toute apparence et toute manifestation extérieure, il doit toujours y avoir une réalité substantielle. Telle est la loi. L'homme qui considère l'univers, dont il constitue une unité, ne peut voir que les changements qui se produisent dans la matière, dans les forces et dans les états mentaux. Il voit que vraiment rien n'existe, mais que tout naît et évolue. Rien ne reste en repos. Tout naît, grandit et meurt. À l'instant même où une chose atteint son apogée, elle commence à décliner. La loi du rythme se manifeste constamment. Il n'y a en aucune chose, ni réalité ni qualité durable, ni fixité, ni substantialité, rien n'est permanent, tout change. Les penseurs, sans exception, dans tous les pays et dans tous les temps, ont compris la nécessité de l'existence de cette réalité substantielle. Toutes les philosophies dignes de porter ce nom ont été basées sur cette pensée. Les hommes ont donné à cette réalité substantielle de nombreux noms. Quelques-uns l'ont désignée sous le nom de déité, d'autres l'ont appelée l'énergie infinie et éternelle, d'autres enfin ont essayé de l'appeler matière. Mais tous ont reconnu son existence. Elle est évidente par elle-même. Elle n'a besoin d'aucun argument, d'aucune preuve. Dans ces leçons, nous avons suivi l'exemple de quelques-uns des plus grands penseurs anciens et modernes du monde des maîtres hermétistes. Nous avons appelé ce pouvoir sous-jacent, cette réalité substantielle, du nom hermétique de « le tout ». Nous estimons que ce mot est le plus facile à comprendre. Des nombreuses expressions appliquées par l'homme à la chose qui est au-dessus de n'importe quel nom et de n'importe quelle dénomination. Les hermétistes croient et enseignent que le tout en lui-même est et doit toujours être indéfinissable. Ils considèrent toutes les théories, toutes les conjectures et toutes les spéculations des théologiens et métaphysiciens concernant la nature profonde du tout comme l'effort enfantin d'esprit mortel pour saisir le secret de l'infini. De tels efforts ont toujours échoué et doivent échouer, toujours de par la nature même du travail. Plus présomptueux encore sont ceux qui tentent d'attribuer au tout leur personnalité, leur caractère et leurs propres attributs, lui octroyant les émotions, les sentiments et les caractéristiques humaines, lui donnant même les plus grands défauts de l'humanité, tels la jalousie, la tendance à la flatterie et aux éloges, le désir des honneurs et la cupidité, et tout ce qui subsiste des jours où notre race était encore à son enfance. De telles idées ne sont pas dignes d'hommes et de femmes éclairés et doivent être rapidement écartées. Le tout est infini, immuable, éternel. Il n'y a pas de place pour une existence en dehors de lui, car il ne serait plus le tout. Le tout a créé l'univers mentalement, par le même procédé que l'homme crée des images mentales. C'est justement ici que la voix de la raison s'accorde avec la voix des illuminés, comme leurs enseignements et leurs ouvrages l'ont montré. Tels sont les enseignements des sages, tel était l'enseignement d'Hermès. La mort n'est pas réelle, même dans le sens relatif du mot, ce n'est que le berceau d'une nouvelle vie. Vous monterez plus haut, toujours plus haut, vers des pans de vie plus élevés et toujours supérieurs. L'univers est votre patrie, vous explorez ses retraites les plus cachés avant la fin des temps. Vous habitez dans l'esprit infini du tout. Vos possibilités, vos facultés sont infinies à la fois dans le temps et dans l'espace. Quand viendra la fin du grand cycle des siècles, quand le tout attirera de nouveau à lui la plus infime de ses créations, vous partirez joyeusement, car vous serez alors capable de comprendre cette vérité que vous allez être un avec le tout,
Ainsi parlent les illuminés, ceux qui sont déjà bien avancés dans la voie. Celui qui comprend la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Ce principe est ainsi défini par Hermès. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La science a découvert, il y a peu de temps, que la structure de l'atome était en petit, analogue à la structure d'un système solaire. C'est à des faits semblables que se rapporte cette loi appelée autrefois loi d'analogie. Ce principe implique la vérité qu'il y a toujours un rapport constant entre les lois et les phénomènes des divers plans de l'être et de la vie. Comprendre ce principe confère les moyens de résoudre bien des paradoxes obscurs et bien des secrets cachés de la nature. Il existe des pans de vie que nous ignorons complètement, mais quand nous leur appliquons le principe de correspondance, nous devenons capables de comprendre plus loin qu'il ne nous aurait été possible de le faire autrement. Il se manifeste et s'applique partout dans l'univers, sur les divers plans de l'univers matériel, mental et spirituel. C'est une loi universelle. Le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Ce principe est d'autant plus facile à comprendre et à admettre que les découvertes de la science moderne sont d'accord avec lui. Il est démontré que la matière, aussi inerte et compacte qu'elle paraisse à nos yeux, est animée de vibrations constantes. Il explique que les différences existant entre les diverses manifestations de la matière, de l'énergie, de l'âme et même de l'esprit sont la conséquence d'une proportion inégale de vibrations. Depuis le tout qui est esprit pur jusqu'aux formes les plus grossières de la matière, tout vibre. Plus grande est la vibration, plus haute est la position sur l'échelle. La vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement au repos. De même qu'une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a des formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibration. Depuis le corpuscule et l'électron, depuis l'atome et la molécule jusqu'au monde et aux univers, tout se meut, tout vibre. 4e point, principe de polarité. Tout est double. Toute chose possède deux pôles. Tout a deux extrêmes, semblables et dissemblables, ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Dans autre chose, il y a deux pôles, deux aspects opposés et des contraires ne sont en réalité que les deux extrêmes du même objet dans lesquels sont intercalés des degrés différents. Par exemple, le chaud et le froid, bien qu'opposés, sont en réalité une seule et même chose. Ils se distinguent simplement par une différence de degrés. Consultez votre thermomètre et voyez s'il vous est possible de découvrir où le chaud se termine et où le froid commence. C'est encore le même principe qui agit dans le plan mental. Prenons un exemple extrême, mais radical, celui de la haine et de l'amour. Et encore, il y a des différents degrés dans la haine et dans l'amour. Il y a même des sentiments intermédiaires pour lesquels nous employons les mots de sympathie ou d'antipathie qui arrivent à se confondre si étroitement qu'on a souvent beaucoup de difficultés à savoir si quelqu'un est sympathique, antipathique ou s'il vous est indifférent. Ces sentiments opposés ne sont que des degrés différents d'un sentiment unique. Comme vous le comprenez, si vous voulez bien y réfléchir un petit instant. Le bien et le mal ne sont que des pôles différents d'une même chose. L'hermétiste connaît l'art de transformer le bien, le mal, en bien, par l'application du principe de polarité. En somme, l'art de polarisation devient une phase de l'alchimie mentale connue et pratiquée par les maîtres anciens et modernes de l'hermétisme.
La compréhension de ce principe permet de modifier sa propre polarité, aussi bien que celle des autres, si l'on veut consacrer le temps et l'étude nécessaires pour devenir un maître de l'art. Tous les occultistes ont compris l'importance de ce principe. Voici ce que dit le grand maître Eliphas Lévi. Ainsi, l'univers est-il balancé par deux forces qui le maintiennent en équilibre, la force qui attire et celle qui repousse. Ces deux forces existent en physique, en philosophie et en religion. Elles produisent en physique l'équilibre, en philosophie la critique, en religion la révélation progressive. Les anciens ont représenté ce mystère par la lutte d'Éros et d'Antéros, par le combat de Jacob avec l'ange, par l'équilibre de la montagne d'or que tiennent liés avec le serpent symbolique de l'Inde, les dieux d'un côté et de l'autre les démons. Sa réalité scientifique est démontrée par les phénomènes de la polarité et par la loi universelle des sympathies et des antipathies. 5e principe de rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée. Tout évolue, puis dégénère. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Il y a toujours une action et une réaction, une avance et une retraite, un enlèvement et un abaissement dans tous les phénomènes de l'univers. Ce principe se manifeste partout, dans les soleils, les mondes, les hommes, les animaux, les plantes, les minéraux, les forces, l'énergie, l'âme, la matière et même dans l'esprit. Ce principe a une importance extrême sur le plan mental. Tous les individus qui ont atteint un certain degré de maîtrise personnelle agissent plus ou moins inconsciemment et en ne se laissant pas affecter par leur état mental négatif et par l'état de leur esprit, ils appliquent la loi de neutralisation. Cependant, le maître profite de cette loi à un degré bien plus élevé. Encore, par l'emploi de sa volonté, il atteint une fermeté mentale presque incroyable de la part de ceux qui se laissent balancer, tirer en avant puis en arrière par le pendule mental des sentiments. Nous verrons aussi l'importance de ce principe sur le plan physiologique et ses applications en thérapeutique. Sixième, principe de cause, le principe de cause. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causation, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe est aisé à concevoir et il suffit de réfléchir quelques instants pour admettre que rien ne peut arriver sans cause. La plupart des événements sont conditionnés par un grand nombre de causes et nous parlons de hasard lorsque nous ne pouvons saisir l'ensemble de ces causes. Si nous pouvions saisir toutes les causes, nous en connaîtrions immédiatement les résultantes et l'avenir nous apparaîtrait clairement. Les hermétistes connaissent jusqu'à un certain point l'art et les méthodes de s'élever au-dessus du plan ordinaire de la cause et de l'effet. En s'élevant mentalement à un plan supérieur, ils deviennent la cause au lieu d'être l'effet. Les maîtres obéissent à la causalité du plan supérieur, mais ils règnent sur leur propre plan. Il y a dans cette affirmation une véritable fortune de connaissances hermétiques. Le comprenne qui pourra. 7e, principe de genre. Il y a un genre en toute chose. Tout a ses principes, masculin et féminin. Le genre se manifeste sur tous les plans. Aucune création, sur le plan mental comme sur le plan physique, ne peut se faire sans l'intervention de deux éléments, un élément mâle et un élément femelle. L'élément mâle produit le germe, l'élément femelle le reçoit, le nourrit, lui donne une forme, et après un temps de gestation plus ou moins long, lui donne la vie. Le mot genre dérive d'une racine latine signifiant engendrer, procréer, faire naître, créer, produire. Le sexe est simplement une manifestation du genre sur un certain plan, du grand plan physique, le plan de la vie organique. Nous voudrions imprimer cette différence dans notre esprit, car quelques écrivains qui ont acquis seulement une connaissance superficielle de la philosophie hermétique ont cherché à identifier le 7e principe hermétique avec les théories et les enseignements étrangers, fantaisistes et souvent répréhensibles concernant le sexe. Le rôle du principe
principe masculin semble être de diriger vers le principe féminin une certaine énergie inhérente et de mettre ainsi en activité le processus créateur. Mais le principe féminin est toujours celui qui a accompli le travail actif créateur. Il en est ainsi sur tous les plans. Sur le plan divin, l'occultisme nous montre l'être suprême se manifestant pour accomplir la création, sous deux aspects, celui de l'esprit et celui de la substance cosmique. L'univers manifesté est donc pénétré par la dualité qui est, pour ainsi dire, l'essence même de son existence. L'esprit de l'homme est également double. Il y a le je, ou esprit subjectif, ou masculin, et le moi, ou esprit objectif, ou féminin. La discrimination entre les deux est difficile à réaliser pour ceux qui n'ont pas encore atteint un degré suffisant d'évolution. Seule l'étude et la méditation peuvent la faire concevoir. Nous voici arrivés au terme de cet exposé élémentaire des lois fondamentales de l'occultisme. Concluons. L'occultisme est la science des choses cachées, de l'invisible. Une synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. Son domaine est universel. Mais quel cerveau humain pourrait être assez vaste et assez puissant pour saisir le savoir universel et tous les détails de la connaissance? Aussi, l'étudiant de l'occulte étudie d'abord les grandes lois générales, les principes de la science secrète et les applique dans le domaine particulier qu'il a choisi comme champ d'investigation ou plus simplement dans la vie courante. Au lieu de prendre comme point de départ les questions de détail et de se perdre dans leur complexité, il cherche avant tout à comprendre les lois éternelles et immuables. Au lieu de ramper sur la terre, où la plus petite aspérité lui cache la route, il gravit la montagne et contemple le paysage, quitte à descendre ensuite explorer de plus près le terrain qu'il a choisi. Pourquoi science secrète? Sans parler des manuscrits datant de la plus haute antiquité, de la philosophie de Pythagore ou de Platon, ni même de la Bible, qui tous contiennent des enseignements ésotériques, il existe une vaste littérature moderne sur l'occultisme. Chaque auteur a étudié la question à son point de vue personnel et l'a présentée sous un angle particulier. Mais chez tous, on retrouve l'affirmation des mêmes grands principes. Pourquoi donc parler de science secrète, puisque chacun peut lire ces livres? Parce que, pour les comprendre ou simplement y trouver un intérêt, il est nécessaire de posséder un état d'esprit particulier, une aspiration, même inconsciente, vers la vérité et être affranchi des idées scientifiques ordinaires de la science officielle matérialiste. C'est pourquoi des gens fort intelligents au sens habituel du mot, peuvent lire un ouvrage sur l'occultisme sans en saisir le sens. Leur mental demeure imperméable aux idées qui y sont exprimées. Ils ont des yeux et ne voient pas. D'autres sont révoltés parce que ces idées scandalisent leurs opinions préconçues, morales, sociales, religieuses ou scientifiques, et se refusent à un examen plus approfondi. Ceux-là se refusent à voir.